Bonsoir. Alors, pour ce retour sur nos enquêtes, on va parler de François Fillon et de son sens des affaires. Avec moi, pour converser autour de ce sujet qui fracasse la chronique française depuis maintenant 8 jours et les premières révélations du Canard enchaîné, Mathilde Mathieu, tu es journaliste au service dit des enquêtes et filatures de Mediapart, et Lucie Delaporte, tu es journaliste au service politique de Mediapart et tu suis notamment avec Hélène Salvi la droite. Alors, une première question pour toi, Mathilde. Le Canard enchaîné, il y a 8 jours et hier, a révélé l'immensité des faveurs financières, en tout cas des émoluments perçus et par la femme de François Fillon quand il était parlementaire, qui à l'Assemblée nationale, qui au Sénat, pour les enfants qui ont également touché de l'argent au titre d'un emploi dont la justice essaye de déterminer s'il est de complaisance, fictif ou réel, pour une somme avoisinant au total les 900 000 euros. Au fond, question simple, pourquoi c'est problématique ? Alors, il y a plusieurs problèmes, certains qui peuvent relever du pénal, d'autres qui relèveraient davantage de l'éthique ou de la morale. La question pénale, d'abord. Est-ce que ces emplois étaient réels ou fictifs? La justice le dira. Il s'agit non seulement, donc, comme tu le dis, de celui de Pénélope Fillon, ou des emplois successifs de Pénélope Fillon. Depuis 98 ? Depuis donc, le premier en 88, 88-90, comme l'a révélé aujourd'hui le Canard. Et c'est important, à la fois au service du député Fillon, mais aussi de son suppléant, quand François Fillon est nommé ministre en 2002, le suppléant Marc Joulot. Invisible. Jusqu'à présent, voilà. Invisible. Il n'a pas souhaité nous expliquer ce que Pénélope Fillon avait fait à son service. Il est entendu par la police aujourd'hui. Voilà. Mais dans la presse, on ne l'a pas entendu. Et puis, au Sénat, la question peut aussi se poser de l'emploi fictif, donc pour 2 enfants qui ont été, un fils et une fille, qui ont été successivement embauchés comme assistants parlementaires, au Sénat cette fois, de François Fillon. Mais après tout, on a entendu, toi et moi, et même certains auditeurs, lecteurs, que un député, il fait ce qu'il veut de son argent. C'est par exemple ce que dit Julien Drey. Julien Drey dit, après tout, avec une formule d'un machisme et d'un sexisme inouï, disant, après tout, si Pénélope Fillon ne faisait que le repassage des pantalons de M. Fillon, passons sur le caractère insupportable de cette déclaration, mais sur le fond de ce qu'il dit, judiciairement, on ne peut rien reprocher. Il fait ce qu'il veut de son argent. Quelle est la réponse qu'on peut apporter factuellement à ce constat ? D'abord, c'est juste un petit détail, mais qui fait sens. C'est pas son argent. C'est-à-dire qu'à la différence de certaines indemnités, à l'Assemblée ou au Sénat, qui sont versées de façon automatique sur le compte bancaire du député, donc son indemnité de base, qui est de, je rappelle, à peu près 7 000 euros, et à côté de l'indemnité pour les frais de mandat, qui est d'à peu près 6 000 euros, où ça tombe tous les mois sur le compte bancaire. Voilà, donc il y a en quelque sorte le salaire, les notes de frais. Voilà. Et il y a une troisième enveloppe. Et la troisième enveloppe. Les 2 premières tombent sur le compte bancaire. La troisième, celle pour la rémunération d'assistants parlementaires, elle ne tombe pas sur le compte du député. C'est jamais son argent. C'est une sorte de crédit, d'enveloppe qui est mise à disposition du député. D'argent public. Et c'est évidemment des fonds publics, les fonds de l'Assemblée nationale. Et le député recrute ses collaborateurs et l'Assemblée paye le collaborateur. Mais c'est une petite nuance, mais qui est importante quand même. Donc, et c'est vrai, là où c'est parfaitement exact, c'est que le député est finalement une sorte de très petite entreprise qui peut librement choisir son collaborateur, y compris donc son épouse, ses enfants. À l'Assemblée nationale, on peut avoir et une épouse et un enfant. Au Sénat, c'est un peu plus strict, c'est un seul emploi familial. Mais c'est vrai que la liberté de recrutement est totale. Mais ça ne veut pas dire que l'emploi familial en question peut ne rien faire. Et c'est un peu trop facile, je trouve, pour François Fillon de considérer que le Conseil, le soir à la maison, ou la relecture de discours le soir, ou la discussion autour des journaux du matin, ça peut relever du travail parlementaire. C'est vrai que la définition est très large. Enfin, l'objet des contrats de travail à l'Assemblée est très vaste et très flou, mais il y a aussi une question de bon sens. Voilà, le travail parlementaire, ça n'est pas l'assistance psychologique à son mari. Donc il y a un flou juridique, en quelque sorte, qui va être de fait difficile pour la justice de caractériser ce qu'on appelle un détournement de fonds publics, c'est-à-dire qu'on détourne l'objet de l'argent, ce pourquoi il est censé servir une mission, en l'occurrence un emploi. Tu disais, c'est un peu comme un patron de petite entreprise, une sorte de pouvoir discrétionnaire, mais dans une entreprise, on ne peut pas embaucher quelqu'un
à rien faire. Les emplois fictifs, c'est illégal. Donc il y a cette question pénale, fictif, pas fictif. Au-delà de cette question pénale, il y a une question plus éthique sur le niveau de rémunération. Quand bien même Pénélope Fillon aurait réalisé de menus travaux, donné de menus conseils à son mari, est-ce que ça méritait qu'elle soit salariée pour, je crois, jusqu'à 8 000 € certaines périodes, notamment quand son suppléant, le suppléant de François Fillon l'a salariée, sachant que l'enveloppe est à peu près de 9 500 €. Donc en clair, quand elle travaillait pour le suppléant, ou travaillait pas, le suppléant du député Fillon, elle grignotait la quasi-totalité de l'enveloppe réservée à la rémunération d'assistants parlementaires. C'est beaucoup plus que la moyenne des salaires des assistants à l'Assemblée nationale, qui est plutôt autour de 2 000 €. Donc quand on est rémunéré 4 fois plus, ça suppose 4 fois plus de travail ou 4 fois plus de diplômes et compétences, etc. Donc il y a cette question-là de la hauteur de la rémunération. Et puis, quand même, on peut se dire qu'entre 2005 et 2007, quand Pénélope Fillon gagne ce gros salaire à l'Assemblée nationale, il y a en même temps les enfants qui touchent aussi des fonds publics, enfin en tout cas un enfant au Sénat, là aussi des sommes importantes, qui, au même moment où ils sont étudiants en droit, donc François Fillon a expliqué qu'ils auraient participé, aidé à la rédaction d'un ouvrage, dont les droits d'auteur vont dans la poche de François Fillon, exactement, et qui n'a quand même pas de rapport direct avec le travail sénatorial qui était d'ailleurs très faible pour François Fillon, parce qu'il y a extrêmement peu de questions posées, de propositions de loi déposées à l'époque. Mais alors, au-delà du seul cas Fillon, et que pour que les gens comprennent bien, c'est 3 enveloppes, on redit, le salaire, les notes de frais, et l'enveloppe pour payer les assistants parlementaires, si j'ai bien compté, on doit être pas loin de 20 000 € par mois. Quel est le contrôle au sein du Parlement, c'est-à-dire au sein même, une sorte d'anticorps des institutions, sur l'affectation de ces sommes? Alors, le député fait complètement ce qu'il souhaite de son indemnité de base. C'est simple, c'est normal. L'indemnité pour frais de mandat, elle est censée servir exclusivement aux dépenses finalement d'ordre professionnel. Mais il n'y a aucune transparence sur l'usage qui est fait par les députés. Il y a des députés, notamment écologistes, dans les dernières années, qui ont tenté de faire passer une modification du règlement pour que les députés soient tenus de déclarer, par exemple sur Internet, combien ils dépensent en loyer, combien ils dépensent en coiffeur, pourquoi pas, en costume, surtout en essence, etc. Ça a été rejeté systématiquement. Donc non seulement il n'y a pas de transparence sur cette indemnité-là, mais il n'y a pas non plus de contrôle mis en place par l'Assemblée nationale. Donc on crée l'impuissance du contrôle. On crée l'impuissance et au fond une forme presque d'incitation à la faute, puisque quand on vous annonce d'emblée qu'il n'y a pas de contrôle, évidemment vous êtes peu enclin à respecter les règles qui sont d'ailleurs définies depuis très peu de temps, puisqu'il a fallu attendre les premiers scandales pour que l'Assemblée nationale se décide à inscrire, prenne une décision qui liste les frais autorisés avec cette indemnité. Et depuis l'an dernier, les députés signent une déclaration sur l'honneur pour dire qu'ils utilisent correctement cette indemnité pour frais de mandat. Voilà, c'est une déclaration sur l'honneur. Voilà. Donc c'était, je crois d'ailleurs, ils ont reçu la version 2017 de la déclaration, là il y a quelques jours. Je déclare sur l'honneur, utilisé correctement. Et puis la troisième enveloppe, la rémunération des assistants. Il n'y a aucun contrôle donc, sur la réalité du travail effectué et quelques règles pour encadrer tout ça quand même. Donc, je le disais, au Sénat, c'est un seul emploi familial. À l'Assemblée, il y a aujourd'hui, d'après mes informations, 4 députés au moins qui emploient 2 proches, donc soit épouses, soit enfants, soit petits-enfants. Et il y a une règle de plafonnement quand même des salaires. Ce n'est pas plus de la moitié de l'enveloppe pour l'épouse. Lucie, toi, tu as révélé aujourd'hui, à midi, sur Mediapart, un autre pan de l'affaire qui concerne les mystérieuses activités de conseil, alors tu vas expliquer ce que c'est, de François Fillon, depuis qu'il n'est plus à Matignon, depuis que la droite n'est plus au pouvoir avec la défaite de Nicolas Sarkozy en 2012. Il a monté une entreprise qui s'appelle 2F Conseil, je crois, dont le chiffre d'affaires est florissant, mais sur laquelle il n'a jamais voulu rien dire concernant quel type de contrat il avait et quels étaient ses clients. Or, tu as révélé ce matin, Le Monde l'a évoqué également, le nom de l'un de ses plus gros clients, de ses plus gros partenaires, qui lui a permis de gagner à peu près 200 000 € en 4 ans et demi. C'est un certain René Ricol. Est-ce que tu peux nous dire
de quoi il s'agit et là aussi, où se situe le problème? Donc, François Fillon, quand il quitte Matignon, immédiatement après, crée sa société de conseil. Quand on regarde les statuts, c'est une société de conseil qui balaie très très large, qui conseille à peu près sur toutes les questions de l'économie, voire l'éducation. Un couteau suisse, quoi. Voilà, couteau suisse. Et son premier client, ça tombe bien, est René Ricol, qu'il connaît parfaitement, puisqu'il s'occupait de distribuer les milliards du grand emprunt, de mémoire 35 milliards du grand emprunt, sous la présidence Sarkozy et sous l'autorité directe de François Fillon. Donc il est recruté par René Ricol comme senior advisor, c'est-à-dire un peu, c'est des consultants qui sont à la fois dedans et dehors et qui sont en général recrutés parce qu'ils ont une seniorité, c'est-à-dire en général, c'est des PDG en fin de carrière qui viennent donner leurs conseils dans ce type de structure, dans ce type de cabinet. Voilà, donc il travaille immédiatement pour lui à ce titre-là comme senior advisor. Alors ça pose différents problèmes. Ça pose évidemment celui du conflit d'intérêts quand on regarde les clients du cabinet de René Ricol, où on trouve une bonne partie du CAC 40 et notamment des entreprises qui vivent de la commande publique. On se dit comment on peut, un candidat à la présidentielle, puisque jusqu'à aujourd'hui, il n'en a toujours pas démissionné. Ouais, il est toujours en poste. Il est toujours alors en poste, enfin en tout cas, il est toujours senior advisor, voilà, il est toujours rémunéré par ce cabinet, voilà, qui fait de la stratégie, qui conseille la stratégie de ces grands groupes. Dont, voilà, je le disais, certains vivent de la commande publique, ça paraît quand même très compliqué au niveau du conflit d'intérêts. Ce que répond la société de René Ricol, c'est que justement, il n'était pas impliqué dans le business, mais que lui-même donnait des conseils en stratégie sur le développement de cette structure. Et c'est là où on a trouvé que la justification était un petit peu légère, puisque François Fillon aurait conseillé René Ricol sur les évolutions de la société, la mondialisation. Tout ça paraît quand même très flou. Pour 200 000 €, concrètement, voilà. René Ricol, que tu as vu ce matin, te dit, moi j'ai donné cet argent qui était annualisé entre 40 et 60 000 € par an, voilà, pour avoir un peu les lumières de l'ancien Premier ministre sur les défis de la mondialisation. Voilà. Ça, c'est 200 000 € en 4 ans. Voilà, c'est ça. Il ne t'a pas d'autre chose. Voilà. On a essayé de creuser, d'établir un peu précisément quelle était la compétence spécifique de l'ancien Premier ministre. Et on est arrivé uniquement à cette formule très vague de c'est quelqu'un qui nous a aidés à nous développer à l'heure de la globalisation. C'est évident que c'est quelque chose qui fait sourire tous les connaisseurs du milieu du conseil, qui savent que les experts en mondialisation, en général, ne se font pas payer ces sommes-là. D'autant que depuis qu'il est candidat à la primaire et candidat à l'élection présidentielle, on peut présumer que son emploi du temps est très chargé et que ça lui est compliqué d'honorer un emploi qui lui rapporte quand même en moyenne 50 000 € par an, non? Voilà, c'est ça. Alors, c'est évidemment l'autre question. C'est que ce statut de senior advisor n'oblige à aucune présence. C'est très difficilement quantifiable et ça pourrait faire penser au poste d'assistant parlementaire où on a entendu l'avocat de la famille Fillon dire c'est pas quantifiable, etc. Bon, là, c'est vrai qu'on est typiquement sur un type de poste où c'est difficile à mesurer. Ce qui est sûr, c'est que nous, Hélène Salvier et moi-même, quand même, pour suivre la droite, on connaît un petit peu l'emploi du temps de François Fillon, notamment ces derniers mois, et il paraît bien difficile d'imaginer qu'il ait du temps à consacrer à cette structure. Alors, problème de conflit d'intérêts, problème d'emploi de complaisance, point d'interrogation, problème également du secret. Et là, je me retourne vers toi, Mathilde. Depuis l'affaire Cahuzac, on sait que les députés et les parlementaires, les députés de Paris, François Fillon, sont censés déclarer scrupuleusement leurs liens d'intérêt, comme on dit, et leurs activités extérieures à leur mandat. Si on regarde la déclaration d'intérêt qui est disponible pour tout le monde, tous ceux qui regardent l'émission peuvent aller voir la déclaration d'intérêt de François Fillon, on voit la société 2F Conseil qui facture notamment à René Ricol et à de mystérieux autres clients. On pourrait dire, après tout, il a déclaré 2F Conseil, c'est bon, non ?
On pourrait. Il a bien écrit Monsieur 2 l'avocat F du diable. conseils. Voilà. Mais on n'a pas les sommes à côté d'abord. Mais c'est vrai, elles sont accessibles elles aussi, puisque finalement, il suffit de demander les comptes de la société au tribunal de commerce pour voir que sur 4 ans, je crois que le chiffre d'affaires, on est quand même autour de 700 000 euros. Donc il quadruple son indemnité de député grâce à cette société. Mais effectivement, quand on regarde les comptes de la société, bon, on voit le chiffre d'affaires en France, on peut distinguer le montant du chiffre d'affaires à l'étranger. Donc sur, par exemple, 2012-2013, on est quasiment à 100 000 euros quand même. Bon. Donc de l'argent qui provient de l'étranger, mais on ne sait pas de qui, mais de quoi, on ne connaît pas comment. les clients. D'accord. Et donc, on n'a aucune identité des clients. C'est évidemment un problème puisque, finalement, il suffit de créer une société de conseil pour se constituer une sorte de paravent qui empêche de voir ce qui se passe derrière. Et là où François Fillon, en plus, est particulièrement, j'allais dire astucieux ou malin, c'est que les députés ont interdiction de constituer une société de conseil une fois qu'ils sont à l'Assemblée nationale. Ah, donc François Fillon... Postérieurement. Exactement. Tu ne peux pas entamer une activité de conseil une fois que tu es député. Donc François Fillon, qui avait anticipé quand il quitte Matignon en mai 2012, il sait très bien qu'il va être élu député en juin 2012. Donc entre les deux, il dépose les statuts de cette société qui va lui permettre de gagner tout cet argent. Et voilà. Donc la moindre des choses aujourd'hui serait que François Fillon fasse la transparence sur l'intégralité de ses clients, qu'il s'agisse de ceux auxquels il facture des prestations de conseil, des notes d'analyse, etc., ou ses conférences à l'étranger, en France, etc. On sait qu'il en a fait une rémunérée au Kazakhstan en 2013, je crois, autour de 30 000 euros. Voilà, c'est une demande qu'a faite, par exemple, Yannick Jadot, cette question-là, candidat écolo. Jamais François Fillon ni son entourage n'ont voulu donner le moindre détail sur la liste des clients. Alors évidemment, à Mediapart, on ne lâche pas l'affaire. Toutes les enquêtes, tous les sujets et d'autres, les révélations dont on n'a malheureusement pas eu le temps de parler, Mathilde, sur l'argent détourné du Sénat. Vous allez sur le dossier de Mediapart et vous retrouverez toutes les enquêtes et surtout celles à venir. Avant de passer au grand débat à 20h30 sur Vive les alternatives et ceux qui pensent la politique, l'économie et la société autrement, nous avons une petite vidéo des détricoteuses, vous les connaissez, qui viennent briser le mythe du grand remplacement et on les en grand remercie.